Et maintenant, tel que promis, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités pour le panel Effets visuels, la parole aux entrepreneurs québécois. Je vous présente M. Pierre Raymond, cofondateur, conseiller stratégique et ambassadeur d'Hybrid Technologies, en compagnie de M. Sébastien Moreau, fondateur et président de Rodeo FX. Je repasse la parole à Pierre Moreau, PDG du BCTQ, qui va animer le panel. Mesdames et messieurs, bonne discussion. Merci, Émilie. Merci pour ces bons mots et à tout le monde. Vous pouvez certainement compter sur moi pour aller lever mon verre le moment venu. Alors voilà. Donc, très heureux d'animer ce panel-là aujourd'hui avec deux personnes que j'estime et que je respecte hautement. Vous savez, dans notre industrie, beaucoup de gens prennent la parole. Les gouvernements prennent la parole, les institutions, les organisations prennent la parole, les syndicats prennent la parole, les services professionnels prennent la parole. Aujourd'hui, je trouvais ça extrêmement pertinent de donner la parole à deux entrepreneurs d'ici dans le domaine des effets visuels pour qu'effectivement, on puisse faire le tour d'un certain nombre de questions de ce que ça veut dire d'être entrepreneur au Québec. Avant de commencer, par exemple, je vais le préciser à tout le monde, je ne suis pas le très vieil oncle de Sébastien. Alors ça, c'est dit, on peut commencer. Écoutez, être un entrepreneur au Québec, les avantages, les difficultés, je vais commencer avec toi, Pierre. Quel a été le moteur qui t'a poussé à bâtir une entreprise d'effets visuels au Québec, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucun modèle, il n'y avait rien? Ben, la réponse facile, c'est de dire parce qu'il n'y en avait pas de modèle, mais ça, c'est pas la bonne réponse. Moi, c'est un concours de circonstances. J'ai commencé par la technique. Moi, je viens de l'engineering et pendant 10 ans, je travaillais pour des compagnies où je bâtissais des stations de télé, des mobiles de reportage, l'Assemblée nationale du Québec, le Salon Bleu, c'est peut-être un des trucs que j'avais fait important dans ces années-là. Mais à chaque fois que j'étais dans un mobile ou j'allais dans un événement ou dans des salles de montage, je m'y sentais plus confortable, même si les effets à cette époque-là étaient très, très, très rudimentaires. Un peu de green screen avec de l'ultimate et des trucs comme ça. Et lentement en cours, après avoir des années pas mal de trucs, je me suis rendu compte, parce que moi, je venais à l'origine de vouloir m'en aller en théâtre. J'avais été accepté à l'époque à Lionel Groulx, puis j'avais bifurqué dans mon second choix, ce que Buissonneau m'a jamais pardonné, mais de toute façon, ça avait peu d'importance parce que je pense que c'était bien mieux que je faisais dans l'engineering que je sois devenu acteur. Mais dans ce contexte-là, à chaque fois que je faisais du mobile ou des trucs comme ça, j'étais beaucoup plus allumé. Et en chemin, j'ai travaillé 3 ans seul à faire du design et je me suis beaucoup ennuyé de participation, d'effervescence avec des équipes. Et j'ai reçu un téléphone de Perry qui m'a convaincu, et c'est ça qui était le point tournant pour moi, qui m'a convaincu de rejoindre la compagnie pour désigner un studio spécialisé dans les effets visuels. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, tout était analogue, ou presque. Il y avait quelques périphériques numériques, mais c'était le balbutiement. Mais moi, je venais de la numérique, donc je me sentais plus à l'aise là-dedans. Et ça a été la lance de départ. Donc, j'ai été pendant une 12aine d'années dans cette compagnie-là. Et la compagnie n'a pas... c'est difficile pour les compagnies d'effets visuels, mais pour Perry, c'est pour d'autres raisons qu'elle n'a pas survécu. J'ai donc eu le choix d'aller soit rejoindre ce qui, dans ma génération, on appelait des compétiteurs. Je suis bien content que ça ait beaucoup évolué parce que maintenant, les autres boîtes d'effets sont des partenaires. Mais dans ces années-là, il y avait beaucoup de compétition parce que les gens... Et il n'y avait pas aussi beaucoup de connaissances particulières dans chacun des studios. C'était un peu pareil pour tout le monde. Ça a beaucoup évolué pour ça. Donc, j'ai rejoint Laurent Perry, essayé de sauvegarder la compagnie, pas été capable. Puis ensuite, j'ai été influencé par quelqu'un au gouvernement qui était très insulté de la disparition de Perry et qui m'a dit qu'il m'offrait d'une part son aide, dont je n'ai pas eu besoin parce que, heureusement pour moi, dans cette sauvegarde, j'ai rencontré des gens, donc Michel Meroc et son groupe, et il y avait des amis aussi avec lesquels j'avais établi des relations importantes. Et on a décidé de partir une boîte qui ferait, en théorie, de la recherche et du développement, puis on the side qui testerait les logiciels avec un peu d'hardware en faisant de la vraie production. Mais c'est un peu utopique et très virtuel tout ça, parce que ce qui est arrivé, c'est que ça a pris beaucoup, beaucoup d'essor. On avait parti de le premier studio numérique au Québec. On a été pris d'assaut par les agences de pub.
Et lentement, mais sûrement, on a beaucoup évolué à l'intérieur de ça, puis on s'est spécialisé spécifiquement dans les effets visuels. C'est comme ça que je suis arrivé dans cette situation-là, en essayant de sauvegarder une compagnie que j'aimais beaucoup, sans y réussir et décider de la remplacer parce qu'on avait laissé les réalisateurs et les producteurs avec plein de séries pas terminées. Et on a été en mesure de les terminer pour eux dans les débuts d'Hybride qui a commencé en télé et qui a lentement suivi pour des raisons un peu normales. L'évolution technologique qui me tient beaucoup à cœur a fait en sorte qu'on a glissé, puis on a fait un fade down sur la publicité, puis on a commencé à monter vers le cinéma. Donc c'est comme ça que je suis arrivé presque par passion et obligation de remplacer une compagnie qui aurait jamais dû disparaître par une autre finalement qui l'a mieux remplacée dans le temps que je suis concerné. Merci beaucoup, Pierre. Et toi, Sébastien, on parle de parcours. Tu es arrivé là comment? Tu venais d'où d'abord? T'es sur mute, Sébastien. Oui, merci Pierre. Donc, juste avant de répondre, je voudrais juste, ça a un lien justement avec ma réponse, je voudrais premièrement saluer Pierre Raymond, parce que comme plusieurs d'entre vous, on a entendu que Pierre prenait sa retraite, puis je voulais juste saluer le pionnier, puis le pionnier que Pierre est. En fait, Pierre a vraiment défriché cette industrie-là, tu sais, c'est dans les premières compagnies. Puis je dois juste remercier Pierre pour son innovation, tout le leadership que Pierre, à travers Hybride, a apporté dans notre industrie. C'est vraiment le début de l'industrie. Pierre fait partie du départ de tout ça. Donc, félicitations, puis merci Pierre pour tout ça. Ouais, c'est moi qui te remercie, ça me touche beaucoup. Puis, ça a un lien aussi parce que tu me demandes, Pierre Moreau, comment j'ai débuté. Ben, pour moi, mon début, c'est avec Pierre. Donc, j'ai étudié en arts et technologies des médias. Puis, mon stage, je l'ai fait en 93 chez Hybride. Ce qui est Hybride, peut-être un an ou deux, je pense. Puis, je suis arrivé là, j'ai rencontré Michel Murdoch, Daniel et Pierre, Sylvie. Puis, c'est ce qui m'ont donné, en fait, l'opportunité, en fait, de développer ma passion pour les effets visuels. Ça a commencé là. Donc, j'ai fait quelques années avec Hybride, quelques années aussi pour Buzz, qui est un peu le compétiteur à l'époque d'Hybride. C'était les deux pionniers, si tu veux, un peu dans les effets visuels. Par la suite, j'ai roulé ma bosse pour une compagnie qui s'appelle ILM et Weta. Pour revenir par la suite à Montréal en 2006, fonder la compagnie, petite boutique au sous-sol. Mais comme à travers ces compagnies-là, j'avais appris vraiment à faire des effets visuels de haute qualité, c'est ce que je souhaitais continuer à faire. Des petites ambitions de boutique, mais qui ont rapidement grandi, en fait. Donc, en réinvestissant nos profits, la compagnie elle a grandi à ce qu'on est presque de 600 personnes aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Je vais enchaîner dans la foulée de ce que tu viens de dire. Lorsqu'une entreprise, tu me parles de 600 personnes, c'est beaucoup de monde, c'est probablement beaucoup d'argent aussi. Lorsqu'une entreprise atteint un certain volume d'affaires, il n'est pas rare que les entreprises, souvent dans le même secteur, souvent plus grandes encore, cherchent à faire l'acquisition. Où est-ce que tu vois, toi, Rodéo, dans 5 ans? Si je te pose cette question-là. Après, je pense que nos ambitions sont toujours là. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des effets visuels de haute qualité. Se diversifier légèrement aussi. Donc, j'entrevois une croissance encore importante, en fait. Puis la demande est là aussi. C'est pas juste mon ambition, c'est lié avec la demande qu'il y a dans l'industrie aussi. Il y a une demande pour des effets visuels de haute qualité. Donc, je vois la croissance de l'entreprise. J'ai une grande ambition, en fait, de croissance pour l'entreprise pour continuer à faire des effets visuels de haute qualité. Se diversifier légèrement dans des choses que vous avez nommées au BCTQ un peu plus tôt. L'animation, le pays, la propriété intellectuelle, l'audio advertising, un peu tout l'écosystème, en fait, des effets visuels, c'est quelque chose qu'on est intéressé de se diversifier. Donc, il y a beaucoup d'ambition encore et de croissance que j'entrevois pour les prochaines années. Avant de passer à mon deuxième sujet, Pierre, toi, il y a eu effectivement la fusion avec Ubisoft. Parle-nous un petit peu de cette marche-là que vous avez choisi de monter avec Ubisoft. Ubisoft, c'est arrivé dans une drôle de situation parce que, en réalité, on avait souvent des téléphones d'Ubisoft pour participer à certaines animatiques au niveau des jeux. Malheureusement, on avait toujours un problème de timing parce qu'on est une compagnie qui est plus petite. Donc,
quand tu es déjà occupé à travailler sur un certain travail. Puis, ça n'a jamais finalement fonctionné. Puis, un jour, ils sont venus nous voir et nous, on venait tout juste d'être impliqués en théorie à faire les effets avec sur un film qui était hyper important où on nous proposait en fait de faire les effets en échange d'entrée de fonds, au box-office. Donc, puis comme on voulait, nous, se divertir un peu parce qu'on était quand même passé à travers Sin City et 300, puis on s'est dit, ben finalement, les effects, ils ont un impact assez important au niveau des films. Donc, c'était Guillermo del Toro avec le Labyrinthe de Pan qui nous proposait ça. On est passé très près de le faire parce qu'on voulait s'impliquer au niveau des productions, mais finalement, on l'a pas fait. C'est une autre compagnie qui l'a eu au complet et qui ont décidé d'y aller, eux autres. Et heureusement pour nous, qu'on l'a pas eu parce que finalement, ça leur... Bon, ils ont fermé particulièrement à cause de ça. C'est peut-être la tentative de la dernière chance. Et en chemin, ça a longtemps continué comme ça. Et quand Ubisoft est arrivé pour nous faire une proposition, ben on s'est dit, tu sais, Ubisoft, je commençais à y réfléchir. Je me suis dit, ben c'est des générateurs de contenu. Ils cherchent encore, on avait le même public au niveau des jeux, puis au niveau des gens. Puis on venait de sortir évidemment de Sin City et 300. Et ils nous ont proposé de faire de la RD avec eux. Puis finalement, à cours de discussion après 9 mois, avec Yves Guillemot, qui parrainait ces négociations-là. Et on a fini par réaliser que, OK, il voulait avoir une importante diversification en convergence pour les jeux, puis on s'est pour le cinéma. Puis on s'est lancé dans cette aventure-là avec eux. On a fait pas mal de recherche et développement avec eux. J'ai eu la chance de faire certaines productions dans un contexte de les éduquer à notre réalité, la série Lineage qui avait entièrement été faite sur green screen à Montréal à l'époque. Puis on est sur d'autres coups avec eux. C'est comme ça que ce lien s'est fait. Mais les routes qui sont supposées se croiser au niveau de la convergence, je dirais qu'on est plus une situation de connivence que de convergence parce que le mot est pas mal usé en autant que c'est bon ça. Écoutez, un court bloc parce que je ne voudrais pas qu'on le temps file et puis c'est super passionnant. Je voudrais pas non plus qu'on s'arrête à parler de main-d'œuvre, mais bâtir une entreprise qui rayonne, on dirait de manière assez percutante sur les grands marchés, c'est quand même assez particulier. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir un tel réseau? Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qui permet de rester au sommet? Comment vous envisagez ça? Sébastien, d'abord. Ben évidemment, je pense que c'est par la qualité du travail qu'on fait. Donc, on commence toujours par c'est un peu le you're as good as your last project. Donc, c'est de la qualité, puis toujours, je pense, de donner un bon service aux clients. Donc, tu bâtis un peu là-dessus, puis tu te fais confier des contrats de plus en plus importants, puis ça monte tranquillement comme ça. Évidemment, tout le côté technologique, innovation, c'est de prendre des chances, en fait, d'innover, de prendre des chances, puis de bâtir des outils, des façons de faire, d'investir dans le R&D. De notre côté, on a investi beaucoup sur la gestion de projets à travers un logiciel d'Autodesk Shotgun, en fait, qui a eu beaucoup d'investissements là pour être capable de gérer plusieurs projets en même temps. Donc, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le R&D, l'innovation, relation client et, évidemment, la culture d'entreprise est super importante aussi pour que les gens puissent évoluer dans l'entreprise, continuer une formation à l'interne, puis se sentir qu'ils apportent vraiment à l'entreprise. Donc, la culture d'entreprise est évidemment très importante aussi. R&D, innovation, j'imagine que tu vas être bon pour enchaîner là-dessus, Pierre. Je suis tellement d'accord avec lui. Écoute, j'ai un texte que j'avais préparé, c'est exactement ça qui est écrit. C'est impératif. Le parcours des gens est différent dépendant de la personnalité. Sébastien a sa personnalité, sa drive. J'ai la mienne. On est un peu mutuellement responsables de certains courants, certaines directions que les compagnies prennent. Nous, au tout début, on avait commencé à faire des coproductions, puis ensuite, on a percé, parce que quand on a commencé, c'est relativement tôt qu'on a commencé à faire des effets là-dessus, mais on a commencé peut-être avec Mimic, qui était un peu une espèce de benchmark. Après ça, on a continué, parce que les agences de pub puis la télé, ça devenait plus un vecteur suffisamment innovateur pour nous permettre de faire croître une compagnie ici. Eux étaient déjà pris avec la globalisation puis faisaient de moins en fait d'effets parce que Toronto en prenait plus. Bon, Pierre, pour juste te raconter ça, toi, t'es passé par là aussi. Mais en chemin, si tu y vas lentement, tu sais, puis la rencontre qu'on a fait à travers Faculty, puis la proposition
Spy Kid avec Rodriguez a changé beaucoup de choses parce qu'on faisait une quantité d'effets. Puis au Québec, on fait un peu de reverse engineering, puis on a beaucoup d'innovation, puis on est capable des fois de prétendre à faire des effets où ces films-là n'auraient pas vu le jour s'il n'y avait pas eu certaines propositions techniques pour rendre la tâche et les coûts un peu plus bas. Donc, on a commencé à faire ça avec lui. Puis là, tu y vas de film en film en continuant. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Le film, le réussite que ça va amener un réalisateur à vouloir travailler avec toi, mais après ça, quand il rentre, il pèse reset, puis tu as tout à reprouver. Et même avec un réalisateur avec lequel tu as travaillé, parce qu'il y a tellement aux États-Unis de turnaround d'employés que très souvent, il y a des boîtes aujourd'hui qui sont plus capables de faire le demo reel qu'ils présentent aux clients, parce que souvent, les gens qui étaient présents, qui le faisaient, sont plus en poste. Donc, la culture de l'entreprise, c'est hyper important de continuer ça. Écoute, tu m'amènes sur le prochain sujet. Merci. Qui est la main-d'œuvre. Évidemment, c'est clair, on l'a dit, vous l'avez vu dans la présentation. Vous êtes dans un secteur qui connaît une croissance de plus de 20% par année depuis plus de 10 ans. Les enjeux de main-d'œuvre ont toujours été présents, puis ça reste encore quelque chose qui est devant nous. Puis quand on regarde la croissance puis le volume potentiel qu'on a devant nous, les enjeux de main-d'œuvre vont demeurer un très grand enjeu. Et on l'a dit aussi, il y a pas, le territoire ne produit pas assez de main-d'œuvre pour répondre à la demande qui vient des effets visuels et de l'animation. Si vous avez un message, si vous dites aujourd'hui, prenez la parole, les gouvernements sont là à l'écoute, fédéral et provincial, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement? Sébastien? En fait, tu as bien expliqué la situation, Pierre. Il y a un surplus de demandes avec le COVID, la pause. Donc, même nos clients sont conscients qu'il n'y a pas assez d'artistes, d'effets visuels pour la demande, surtout pour la reprise. En fait, il y a un boom. Donc, il y a un peu une guerre de main-d'œuvre qui commence. Puis pour contrer ça, en fait, au Québec, il faut investir dans nos écoles. En fait, il faut produire plus de finissants, en fait. Donc, j'aimerais beaucoup voir notre gouvernement s'assurer de placer le Québec dans le top 5 des villes au monde où est-ce qu'il y a le plus de finissants très qualifiés. En fait, on l'a déjà avec ATM, le Centre NAD, entre autres, mais c'est quelque chose qu'il faut faire x10 sur la formation en effets visuels, en fait, et en animation, et ce qui vaut autour aussi, en fait, de notre industrie. C'est la première chose, je dirais. Au fédéral, vous l'avez nommé un peu plus tôt, évidemment, faut créer la main-d'œuvre locale, mais on va chercher aussi la main-d'œuvre internationale. Donc, on va chercher la main-d'œuvre qualifiée partout dans le monde. Puis, le Québec est vraiment rendu un endroit où toute cette main-d'œuvre-là veut venir travailler. Mais il y a un enjeu d'obtention de visa. Donc, au côté fédéral, évidemment, le fameux C14 doit être... on doit travailler là-dessus. Ça doit être fixé immédiatement. C'est un énorme bloc pour continuer, en fait, le développement rapide de l'industrie qui est là. Je dirais aussi l'autre chose, évidemment, une chose qui insécurise tout le monde, en fait, c'est l'assurance des maintiens des crédits d'impôt, en fait, dans notre industrie. On a des bons crédits d'impôt, on se distingue parmi d'autres. On a des bons crédits d'impôt, parmi d'autres villes à travers le monde aussi, mais c'est super important que ça soit maintenu à long terme. C'est une industrie qui est en ébullition, qui commence à exploser ici au Québec. Puis donc, ce maintien-là à long terme doit être assuré et communiqué. Et Pierre? Oui, les clients sont concernés par cette situation. Il a parfaitement raison. Souvent, ils viennent régulièrement te poser la question ou venir creuser un peu ce que tu en penses. Moi, d'abord, je pense que c'est important de féliciter le gouvernement pour les efforts qui ont été mis parce que c'est vrai que les étudiants que l'on reçoit, que ce soit universitaire au niveau collégial et qui sortent dans des programmes spécialisés, ils ont la bonne base pour commencer à travailler avec nous. Mais parallèlement à ça, nous, on a une responsabilité à faire, puis on a une tâche à effectuer, c'est de finir une formation dans le contexte qui est plus virtuel, dans le contexte qui est réel. Et ça, je pense qu'il pourrait y avoir un peu d'amélioration pour aider les premières 2 années à ce que ces gens-là puissent, d'une part, passer de la théorie à la pratique, peut-être par une majoration de crédit d'impôt pour ces nouveaux venus-là, qui pourraient être différemment diffusés pour aider les compagnies, pour faire en sorte que c'est comme ça un peu certainement dans toutes les industries, mais je pense pas qu'un chirurgien qui sort de l'université va opérer le lendemain. Ils ont des étapes intermédiaires qui leur permettent de pouvoir travailler. Je trouve aussi que
quotidiennement, on est toujours en train d'évaluer puis de continuer d'être autodidacte. Je pense que c'était impératif pour ces jeunes-là aussi d'apprendre que c'est jamais terminé. Ce n'est que le début d'une formation qui va rester continuelle tout le temps. Sinon, j'ai rencontré dans ma génération plus tard, il y avait des monteurs que quand tu arrivais avec une nouvelle pièce d'équipement, ils étaient découragés parce qu'il y avait une autre affaire à apprendre. Mais ça a tellement changé depuis. Et cette nouvelle génération-là a soif d'apprendre de plus en plus. Puis les updates de logiciels sont jamais suffisamment remplis de nouveaux features pour les satisfaire. Donc, mais je pense que c'est important de le reconnaître. Puis en ce qui concerne le C14, c'est vraiment difficile dans une période où tu as besoin d'un peu de cavalerie à ne pas être capable d'avoir des gens qui vont venir te donner un coup de main. C'est lourd. Merci beaucoup. Écoutez, le mot de la fin, manifestement, je vais vous le laisser, mais si vous avez un souhait pour l'avenir et un conseil à des entrepreneurs qui, comme vous autres, voudraient se lancer là-dedans, qu'est-ce que vous lui diriez? Je recommence avec toi, Pierre, puis on va terminer avec Sébastien. Ben, là, on parle d'avenir pour les VFX au Québec. Je pense d'abord et avant tout, c'est l'innovation qui est le plus porteur. Ça s'est beaucoup démocratisé. C'est fabuleux parce qu'avant qu'un gars comme Sébastien arrive chez Hybrid qui puisse mettre les mains sur un Flame ou un Inferno, à cette époque-là, il y avait 2 personnes qui travaillaient sur la pièce d'équipement, un chiffre de jour, un chiffre de soir, puis c'était plus long, capable de t'y éduquer. C'est moins vrai pour Sébastien parce que c'est tellement un des compositeurs les plus rapides que j'ai rencontré de ma carrière. Moi, j'ai travaillé avec lui sur différentes publicités à l'époque où on était là. Mais maintenant, tu peux downloader certains logiciels, tu peux chez toi travailler comme un autodidacte et commencer à étudier et apprendre certains logiciels, puis parfaire ton éducation à travers le groupe auquel tu vas être associé quand tu vas avoir la chance de travailler. Ça m'apparaît les choses les plus importantes. Puis je trouve aussi que les compagnies ont des responsabilités. Les compagnies sont supposées d'être des amplificateurs et de propulser en cours de route certaines ressources humaines, que ce soit dans tous les secteurs, la 3D, la 2D, peu importe, et de faire en sorte à ce qu'il y ait beaucoup d'effervescence entre les différents employés. Dans mon temps, les gens gardaient leur secret pour eux puis ne pouvaient pas le diffuser, mais les nouvelles générations ont cet avantage-là. Sur la mienne, ils partagent beaucoup et sont très admiratifs du talent de leurs confrères. Ça, moi, j'apprécie beaucoup ça. Sébastien, le mot de la fin? Écoute, pour moi, je pense que ce que je conseillerais, en fait, pour les gens de faire ça, c'est de connaître, en fait, vraiment le milieu. Tu sais, avant de se lancer en affaires, c'est de vraiment connaître le milieu dans lequel tu te lances. Puis d'aller chercher une formation, évidemment, en administration, en business, en fait. De peut-être faire un MBA, ou c'est quelque chose que moi m'aurait été beaucoup très utile, en fait. Donc, j'ai dû développer sur le tas le côté business. Donc, je conseillerais d'aller chercher une formation avant de se lancer de ce côté-là, mais aussi d'avoir une expérience pertinente dans l'industrie, évidemment. Puis sinon, pour l'industrie, j'envisage que le Québec, si le gouvernement contient de soutenir cette industrie-là, je vois une croissance vraiment exponentielle pour les prochaines années. Puis je vais prendre 2 minutes aussi, Pierre, juste pour te féliciter. Je sais que tu termines bientôt aussi, puis te féliciter. Toi et le BCTQ, le conseil aussi, vous avez fait un travail vraiment remarquable. Et pour moi, qui est sur le BCTQ depuis plusieurs années, j'ai vu dans les dernières années une amélioration vraiment, vraiment importante. Il y a 10 ans, je me questionnais un peu sur le BCTQ, puis maintenant, je suis vraiment fier du travail que vous avez accompli, les recherches, les rapports que vous faites qui sont très, très pertinents, qui nous sont utiles, nous, comme entrepreneurs aussi, tout ça. Donc, je veux vous féliciter vraiment pour une énorme, une amélioration incroyable que vous avez fait au cours des dernières années. Hey, merci beaucoup. Moi, je te donne ça beaucoup parce que ça va être difficile de trouver un remplacement avec ton background qui est excessivement large. C'est un des rares avantages d'être un peu plus vieux, j'imagine. Et merci beaucoup. Parle de moi, là. Oui, non, c'est ça. Mais je pense qu'on a le même âge, fait on va s'arrêter là. Ouais. Écoutez, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Clairement, on aurait pu continuer au moins une autre demi-heure, puis tout le monde nous aurait suivis, j'en suis bien certain. Mais voilà comment ça se termine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
qui est là. Je regarde les commentaires. Vous vous êtes pas ennuyés, vous aimez ça. Vous en auriez pris encore un peu. Alors, écoutez, je vous salue, je vous dis merci. Moi-même, j'ai passé 6, presque 7 années formidables au BCTQ. C'est une tribune exceptionnelle, hein, je le mentionne, c'est une tribune exceptionnelle où on a la chance de voir toutes les composantes industrielles interagir les unes avec les autres. Ouais. Où on a le mandat, l'obligation de dégager des consensus, où on doit regarder la croissance en regardant qui on est. C'est pas de la croissance, c'est pas de la croissance pour la croissance. Il faut regarder avec qui on travaille, comment on fait ça et comment on fait. Parce que, vous le savez, il y a 1000 opinions autour de la table. Elles sont rarement toutes dans la même direction. Alors, je pense que c'est une partie du travail et du mandat. J'ai travaillé avec, évidemment, des équipes formidables au fil des années. Tout le monde a contribué à ça. Et moi-même, je dois saluer cette formidable équipe du BCTQ avec qui je travaille. Ils ont été formidables, particulièrement au cours de la dernière année, une année de pandémie. Tout le monde s'est retourné au monde. Il y avait beaucoup de nouveaux mondes qui sont affirmés à travers ça. Vous savez, quand il nous arrive des choses comme ça, c'est pas toujours évident. Même toute mon équipe, les gens se sont affirmés, les uns après les autres. Alors, je les en remercie. Je remercie le Conseil pour leur soutien tout au long de ces années-là. Et je rassure tout le monde, je ne serai pas loin. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. À la prochaine.